Et je sais très bien que cette vidéo était très attendue et je m'excuse déjà du retard que j'ai eu, puisque je l'avais annoncé il y a maintenant 2 voire 3 semaines. Donc dans cette vidéo, nous allons retracer le parcours de la JBE, puis devenu Glowgang, jusqu'à aujourd'hui en 2022. Un parcours qui était loin d'être facile et que Chief Keef, entre autres, avec ses cousins, ont dû surmonter au fil des années, avec les décès des membres du Glowgang, mais aussi de leur propre famille. Le Glowgang reste un groupe mythique dans la drill music à Chicago, notamment grâce à Chief Keef, qui a su se prendre en main très jeune et ne pas reproduire les erreurs de ses aînés. L'histoire du Glowgang n'est vraiment pas comme les autres, et même si en 2022 le groupe n'est plus du tout au sommet dans la musique, vous allez vite comprendre comment Chief Keef a fait du Glowgang un business qui a laissé son empreinte dans le monde entier et qui a marqué pour toujours la culture. Retour donc sur le premier groupe de musique qui a explosé dans la drill music à Chicago, et voyons voir ce qu'ils ont fait pour en arriver ici et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout a commencé durant le début de l'ère de la drill music, aux alentours de 2008. Chief Keef écrivait déjà des sons et rappait aux côtés de futurs rappeurs et gangsters connus comme T-Slick, JBE Capo, Young Famous, S-Dot aka Dotarachi ou encore Baldi. N'oublions pas qu'il sera alors plus tard rejoint par le fameux DJ Ken. Il a alors à ce moment-là un manager qui est Uncle Ro. On reparlera plus tard de son histoire brièvement, ainsi que celle des membres principaux du Glowgang. Bref, Uncle Ro est celui qui crée la JBE, et seulement la JBE, puisque le Glowgang, même si Chief Keef dira que c'est la même chose au final, sera fondé par ce dernier et Fredo Santana, et non pas par Uncle Ro. Avant même donc de se lancer définitivement dans la drill, Sosa avait donc un groupe de musique. Même s'il n'était pas le fondateur, il avait déjà de bonnes bases. Quand je vais parler en général, je citerai le nom du Glowgang et pas JBE. Dans tous les cas, c'est la même chose au final, puisque le Glowgang est une abréviation de Glory Boys Entertainment, abrévié donc par JBE. Donc le Glowgang, contrairement à d'autres groupes de musique à Chicago, comme l'OTF ou la FBG, est plus un groupe de musique qui a été fondé et pendant longtemps composé que de membres de la même famille, ou presque. Je m'explique. Le Glowgang est composé donc de membres connus, vivants ou décédés maintenant, comme Chief Keef, Tadoe, Balut, Blue Money, JBE Capo, Trey Savage, Fredo Santana, Lil Reese, Young Shop, qui a dit qu'il serait toujours JBE jusqu'à la mort, Wolf Dabos, Boss Mou et j'en passe. La plupart des membres sont tous cousins, et principalement du côté de leur grand-mère. Chief Keef, Tadoe, Fredo Santana et Blood Money sont tous cousins. Chief Keef et Balut sont aussi cousins. Chief Keef et Trey Savage sont cousins. Comparé à l'OTF ou la FBG, où la plupart sont des membres venant de sets importants ou du même set, voire via des alliances de sets, le Glowgang est plus un groupe de musique lié à la famille, aux proches de longue date, soit un groupe plus réservé. Effectivement, ajoutons à tout ça que la plupart des membres ne sont même pas originaires d'un des quartiers de Chief Keef, soit Front Street, O-Block ou Lamron, puisque Tadoe vient du Lowlace Avenue, un des 3 sets de la 757, et il a toujours de la famille là-bas, dont la famille de Jamar, tué en 2010, qui était de son cousin, ou encore Balut qui vient de Stand City, Blue Money qui vient de la zone du No Love City, Trey Savage qui était un Branded, ou encore Capo, qui, tout comme Sosa, représentait plusieurs sets, soit Lamron, Front Street et la NLMB. Ils vont donc tous être liés, et ça depuis le départ. Sosa va sortir des projets en 2008 et 2009, comportant des featuring avec Dotarachi, JBE Capo ou encore T-Slick, principalement. Rien n'est encore sérieux, mais Chief Keef ne s'arrête pas d'écrire et sur MySpace, il poste énormément de photos pour tenir au courant les gens qui le suivent déjà. Il est accompagné de DJ Ken, qui va énormément l'aider à ses débuts et qui va réaliser ses premiers projets, dont énormément qui ont été perdus ou qui ne sont disponibles qu'en Asie. On parlera bien sûr des affiliés plus tard, comme D-Rose, CD ou encore J-Money. Chief Keef va donner un premier surnom à Trey Savage, qui sera Trey Benz, parce que Trey vendait déjà de la drogue et était populaire pour ça à cette époque. Fredo Santana va ensuite changer son nom, et celui de Tadoe en même temps, pour le fameux Trey Savage, et Tadoe pour Tadoe da Savage. Tadoe ne gardera que ce surnom quelques années. Quand Fredo Santana quittera la JBE, à cette époque entre guillemets, il fondera ensuite son propre label, le fameux Savage Squad Records. Tadoe et Trey seront les premiers membres du label, en plus d'être des membres du Glowgang. Chief Keef a raconté cette petite anecdote à la mort de Trey Savage. « 2008 passe donc tranquillement,
tout comme l'année 2009, malgré la mort de Lil Mo de Lamron. Il faut savoir que Chief Keef a de la famille à Jaro City, la plupart sont malheureusement décédés. C'est pour ça qu'en 2009, dans What Up, Chief Keef dédicace tout le monde, de Jaro City et Odro City, en passant par le Lakeside dans l'est de Chicago, et en revenant à O-Block puis EBT et la MOB. Bref, si vous ne connaissez pas ce son, c'est un hit de Chicago, avant que tout n'explose. Bien sûr, certaines embrouilles ou guerres étaient déjà présentes, et les membres les plus âgés, comme Big Lo ou Fredo Santana, étaient déjà bien impliqués dans le business de drogue. Lil Will, qui sera ensuite connu sous le nom de Baloot, lui vient donc de Sten City, un set de gangsters disciples localisé dans le sud de Chicago. Il est le cousin du basketteur Anthony Davis, qui lui aussi vient du même set. Tadoe Da Savage, lui, vient du Lawless Avenue, un des 3 sets de la 757. Le Lawless Avenue est l'un des 2 sets gangsters disciples de la 757, le 3e étant Black Disciple. Vous l'aurez compris, Baloot et Tadoe étaient donc des gangsters disciples. Big Lo, aka Blood Money, lui a toujours été un gangster disciple. Même quand ses cousins le charriaient sur ça, Big Lo a toujours honoré son gang. Lui venait de la zone du No Love City, à Inglewood. Son histoire sombre reste assez floue, mais Big Lo était probablement le membre le plus craint du Glo Gang, avant qu'il ne soit tué en 2014. Fredo Santana, lui, est un membre originel du Deep Set, aka Front Street. Même quand il a créé son propre label, il a toujours lié le Savage Squad Records au Glo Gang, et les cousins ont toujours été proches. Trey Savage, lui, vient d'un set branded, c'est-à-dire un set qui a explosé en interne et qui est devenu son propre set. Il a commencé par être un dealer avant de devenir un tireur, puis un tueur. Trey était donc vraiment un savage et sa mort qui est survenue le 19 juin 2020 a été un choc pour beaucoup. Ensuite, J.B. Capo, je doute qu'il ait besoin d'une présentation, mais je vais tout de même en parler comme pour les membres précédents. Lui venait de Lamron de base, tout comme son frère Doo-Wop ainsi que leur neveu T-Slick. Ensuite, Doo-Wop est parti chez la NLMB et Capo a rejoint leur sœur à Front Street, même si le rappeur naviguait entre Front Street et la NLMB. T-Slick, lui, partira à Front Street et O-Block et représentera les 2 quartiers. Alors oui, T-Slick, Capo et Doo-Wop ne sont pas tous les 3 frères. Seuls Capo et Doo-Wop sont frères, T-Slick étant leur neveu, donc Capo et Doo-Wop sont les oncles de T-Slick. Boss Mo, lui, a toujours été aux côtés de Chief Keef, venant de Front Street, puis ayant par la suite représenté la 600. Il était l'un des meilleurs amis de Sosa, et l'avait même invité à le rejoindre à Los Angeles, ce qu'il a fait. Malheureusement, on connaît tous la tragique histoire qui a suivi. Wolf Da Boss, lui, venait de Los Angeles, mais je vais en parler brièvement maintenant. Il était un membre du gang des Crips et aurait été impliqué dans la mort de Tupac. En 2015, il est tué avec une autre personne dans le magasin que lui et Chief Keef ont ouvert à Compton, à Los Angeles, le West Coast Glo Gang, un magasin de marijuana légal. Wolf était un tireur ainsi qu'un tueur, et est tué à l'âge de 36 ans. Lil Reese, lui, est toujours du Glo Gang, et tente de rester proche autant du Glo Gang que de l'OTF, malgré les mauvaises ondes. Bon, actuellement il est incarcéré au Texas, donc c'est difficile pour lui d'être présent, mais Lil Reese est l'un des seuls à être loyal au Glo Gang et à l'OTF, aux côtés de Big Murda, l'un des patrons de Dayton. Plus les années passent, et plus les membres du Glo Gang sont impliqués dans les rues de Chicago, à côté de leur musique. Je pense notamment à Chief Keef, qui se met la 051 Yug Money sur le dos, Tadoe et Baloot, qui ne vont jamais hésiter à sauter dans des bagarres pour Chief Keef, Trey Savage, qui habitait dans l'une des zones les plus violentes du sud de Chicago. Bref, l'année 2010, ce n'est que le début pour eux. Et à côté, ils sortent des petites musiques à droite et à gauche, mais c'est surtout durant l'année 2011 que tout va s'officialiser pour le Glo Gang. En 2011 va avoir lieu les clips vidéo du rappeur, ainsi que des featuring un peu plus poussés, comme avec ID de la 600 par exemple. Le point fort du Glo Gang à ce moment-là, c'est que de plus en plus de rappeurs vont vouloir collaborer avec Chief Keef. Les Glory Boys sont alors sur la bonne voie, et les musiques sous le label naissant vont alors fuser. Il faut savoir que si Tadoe et Baloot n'auraient pas rejoint leur cousin Chief Keef, presque tout le Glo Gang aurait eu des ennemis différents. Contrairement à l'OTF par exemple, le Glo Gang ne sera jamais considéré comme un set ou un street crew. Malgré les activités du Glo Gang ainsi que tous les affiliés qui sont prêts à tuer pour Sosa, le Glo Gang se fait plutôt discret.
2012 va être une année explosive pour le Glue Gang, suivie de 2013. Vous connaissez bien sûr tous l'histoire avec Lil Jojo. Eh bien, c'est ce qui va aider entre autres Chief Keef à exploser dans le monde de la musique, et donc faisant exploser avec lui le Glue Gang. Chief Keef va sortir Love Sosa fin 2012, puis They Know dans un timing parfait avant 2013. L'année qui suit alors, 2013, est donc considérée comme l'année phare de Chief Keef. La drill est au sommet aux États-Unis depuis quelques années maintenant, et tout le monde veut sa part du gâteau. Chief Keef va alors signer chez la Brick Squad 1017, le label à Gucci Mane, en plus d'être chez Interscope à ce moment-là, et a la possibilité d'ouvrir son propre label. Avec son cousin Fredo Santana, ils vont alors créer ce que l'on connaît aujourd'hui, et sous ce nom, le Glue Gang. Fredo Santana va lui créer le Savage Squad Records la même année, et les deux cousins vont rapidement quitter Chicago. Le Glue Gang a énormément d'affiliés comme je l'ai dit précédemment, je pense notamment à D-Rose ou Sidé, que Chief Keef a pris à plusieurs reprises dans sa villa ou lors de ses concerts pour leur éviter la prison ou la mort. Chief Keef a aussi plusieurs sets de 4CH dans l'ouest de Chicago qui représentent le Glue Gang, et même un quartier représentant spécialement le Glue Gang. Je pense notamment au rappeur Fat For Glue, qui est membre de la Brickyard, ou encore Man Man, qui lui est incarcéré. Sidé, lui, sera signé chez le Savage Squad Records, et D-Rose n'aura pas réellement le temps de s'en lancer dans une carrière de musique, malgré quelques sons. Je pense aussi notamment à J-Money Doblock, qui a toujours été proche du Glue Gang et de l'OTF. Bref, le Glue Gang n'a jamais eu réellement quelque chose à craindre, du moins quand ils font pas de retour à Chicago et tout seul. Big Lo aka Blood Money vient de signer son tout premier contrat avec Interscope Records. Mais Big Lo doit retourner à Chicago, dans la zone du No Love City, chez sa famille. Il prend avec lui un de ses cousins de Chicago, puis se dirige droit dans le quartier du Grimme Gang avec son cousin. Une semaine après avoir signé son contrat, Blood Money est tué devant la maison de sa famille, et son cousin, qui survivra, recevra une balle dans l'abdomen. 1 an après la mort du demi-frère de Chief Keef, il perd l'un de ses cousins les plus proches. Le Glue Gang vient de comprendre qu'un retour à Chicago pour eux, ça serait être des cibles. Pourtant, non, Chief Keef n'est pas banni de Chicago, loin de là même, puisque des membres d'O-Block, Front Street, Titan, Blaguette et de la 600 m'ont confirmé que Chief Keef était bien partout, mais on y reviendra sur ça. En 2015, Capo ne va malheureusement pas apprendre des erreurs de ses aînés. Lui aussi retourne à Chicago et se fera tuer à son tour par des anciens alliés à lui. JBE Capo, qui était considéré comme l'un des plus gros talents du Glue Gang, est alors tué à son tour. Doop lui va s'éloigner petit à petit de Chicago et commencer à rester avec le Glue Gang ainsi que la NLMB, soit G-Herbo et Lil Bibi. T-Slick lui est déjà incarcéré depuis 3 ans à ce moment-là. En 2012, T-Slick va prendre la charge puis la peine de Chief Keef. C'est pour ça que Chief Keef n'a qu'une hâte, c'est d'attendre le retour de son soldat le plus loyal, qui sortira de prison sous probation en 2024, après avoir été condamné à 15 ans de prison. Bien sûr, T-Slick est innocent dans cette histoire, et est l'un des hommes les plus riches et respectés de prison à Chicago. Il faut savoir que Chief Keef va inviter énormément de monde dans sa villa. Des membres d'O-Block, de la 600, de Front Street, quelques membres du Titan et de l'Amron, certains Braindead, Mix Mob, des 4CH de l'Ouest, bref, et j'en passe. On n'oublie pas bien sûr les quelques embrouilles que le Glue Gang a eu hors Chicago. Je pense notamment à l'embrouille avec Shy Glizzy, où Blood Money ira tirer sur le bus de tournée du rappeur de Washington, ou encore l'embrouille avec les Migos, où Fredo Santana avait mis un bon coup de pression sur Twitter, et où Capo était l'une des têtes de cette embrouille. Je pourrais parler aussi de celle avec 6ix9ine ou encore celle avec le New Jersey, dont j'ai fait une vidéo dessus. Plus les années passent, et plus le Glue Gang devient polyvalent. Ils touchent à tout, ont plusieurs business en Californie, et n'ont plus besoin de faire de la musique pour vivre aisément. En 2017, T-Roy d'O-Block est tué, et malgré les petites embrouilles inutiles entre Chief Keef et Bostop, le Glue Gang va lui rendre hommage. Lui qui avait sauvé à plusieurs reprises la vie de Chief Keef aux alentours des années 2010.
Aussi, énormément de membres de la Brickyard et du 4CG, le label de certains rappeurs 4CH sous le Glue Gang, comme Ban Ban par exemple, vont être arrêtés pour différentes raisons. Et l'année qui va suivre, soit 2018, va être mouvementée. Le producteur Ramsey Dagrouet est en couple avec une fille de la famille à Chief Keef. Ramsey est accusé de beaucoup de charges que je ne peux dire à l'oral, mais des charges qui méritent la peine de mort si vous voyez ce que je veux dire, en plus d'être violent avec sa copine. Il ne faudra qu'un coup de fil pour que Tadaway et Chief Keef débarquent avec une AK chez Ramsey pour le frapper, le menacer, le braquer et lui mettre un bon coup de pression. Bien évidemment, Ramsey va appeler la police, mais les cautions des deux cousins seront payées assez rapidement. Et il n'y aura aucune suite dans cette enquête, contrairement à Ramsey qui sera condamné à plusieurs années de prison. La même année, Fredo Santana décède et laisse alors le Savage Squad Records sans repère, malgré que ses frères et que sa femme aient repris ses business. Une très grosse perte pour Chicago, pour la drill et pour le Glue Gang ainsi que ses proches. Chief Keef ira à l'enterrement de Fredo Santana qui a eu lieu à Chicago. En 2020, soit 2 ans plus tard, le rappeur Trey Savage est à son tour tué à Chicago alors qu'il déposait une femme chez elle. Si le Glue Gang avait bien tout anticipé en quittant Chicago, l'adrénaline et le manque de Chicago ont tué énormément de rappeurs, de membres ou encore de personnes qui s'étaient sortis de cette guerre, mais malheureusement, personne n'est jamais oublié. En 2021, la mort de Boss Mood de la 600 et du Glue Gang va surprendre beaucoup de personnes, surtout dans les circonstances actuelles. Boss Mood va tuer une femme, puis se suicider à Los Angeles. Début 2022, la grand-mère de Chief Keef décède. Il fera alors son deuxième retour à Chicago en 4 ans, de manière très discrète, pour que personne ne le remarque. Début juin 2022, Chief Keef annonce son nouveau projet, la création de son label 43B. Le label est créé grâce à son partenariat avec RBC Records. Le premier rappeur du label signé par Chief Keef est nul autre que Lignar. D'ailleurs, Uncle Ro n'est plus vraiment proche des membres principaux du Glue Gang, depuis quelques années maintenant, et a même affirmé après l'annonce de Chief Keef pour l'ouverture de son label qu'il n'avait rien à voir dans tout ça et qu'il ne participerait pas au projet. En 2022, le Glue Gang est bien plus qu'un label, c'est une entreprise. Quand tu es un membre du Glue Gang, t'es alors ouvert à toute proposition de business. Chief Keef a réussi à faire du Glue Gang une entreprise internationale. En plus de la musique, il réalise des beats et apprend à coder pour ses propres sites. Ils ont leur propre boutique, que ça soit en magasin ou sur internet, avec énormément de produits dérivés et inspirés du Glue Gang, ainsi que de leurs membres décédés ou vivants. Ils ont aussi un gros business légal de marijuana, des partenariats à gauche et à droite avec des marques en tout genre. En plus des partenariats, il a des propositions de featuring pour des collections, comme tout récemment avec True Religion. En plus de tout ça encore une fois, il a sa propre équipe de jeux vidéo et j'en passe. Chief Keef a fait depuis son plus jeune âge où il a réussi, ce que beaucoup auraient aimé faire à son âge. Malgré des petites tensions, en 2022, Chief Keef vit sa meilleure vie avec ses acolytes du Glue Gang dans sa villa en Californie. Pourquoi retourner à Chicago et risquer sa vie, quand tu peux pleinement profiter de ta meilleure vie, loin de toute embrouille? À seulement 26 ans, Chief Keef est un exemple pour beaucoup de jeunes à Chicago qui veulent réussir. Et le Glue Gang est un bon exemple d'entreprise qui est partie de rien, de groupe de musique, à label, puis à entreprise multiservice.